Remercier Law and Business School de m'avoir invité à faire cette intervention sur l'épidémie du Covid-19 et sur son impact sur l'éducation. Donc, la pandémie du Covid-19 a conduit plus de la moitié de l'humanité au confinement. C'est du jamais vu, du jamais vécu jusque-là. Le monde est quasiment à l'arrêt, avec les conséquences que l'on peut imaginer sur l'économie au niveau planétaire. Et parmi les secteurs impactés, il y a bien sûr l'éducation, avec près de 1,5 milliard d'enfants et de jeunes dans le monde qui ne vont plus ni à l'école ni à l'université. C'est-à-dire, c'est la quasi-totalité de la jeunesse mondiale. Voilà. Alors, ce n'est pas la première fois que les systèmes éducatifs se trouvent confrontés à une épidémie. Il y a eu Ebola, il y a eu d'autres épidémies, mais c'est très clairement la première fois que l'impact est aussi fort et aussi global. Si l'on prend l'exemple de l'épidémie du VIH-Sida, sur laquelle j'avais travaillé dans les années 90 à l'UNESCO, j'avais initié ce programme, l'impact sur le secteur de l'éducation a été très différent. Et cela est dû au mode de transmission du virus du VIH, en fait, qui se transmet uniquement par des rapports sexuels et par le sang. Donc, il a fallu essentiellement mettre en place des programmes d'éducation à la prévention pour les élèves et pour les enseignants, je précise bien pour les enseignants, qui, par exemple, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, mouraient du sida, donc en grand nombre. Donc, il a fallu mettre en place des programmes éducatifs et aussi des programmes adaptés le système de l'éducation aux besoins des orphelins, ce qu'on appelait les orphelins du sida. Il y en avait des dizaines de millions pour qu'ils puissent continuer à aller en classe. Bon. Alors, dans le cas du Covid-19, la situation elle est complètement différente. C'est une situation inédite puisqu'elle impose la fermeture des écoles, comme on l'a dit, pour 90% des enfants du monde. Je commencerai par relever les principaux défis auxquels doit faire face le système éducatif devant la crise sanitaire et notamment dans le contexte tunisien, autant que possible dans le contexte tunisien. J'aborderai ensuite les enjeux. Quels sont les enjeux pour le système éducatif, pour finir sur les opportunités qui peuvent s'ouvrir pendant et après la crise sanitaire. Alors, quels sont les défis que doit relever le secteur de l'éducation dans une situation de confinement général comme celle qu'on est en train de vivre avec l'épidémie du Covid-19? Alors, le premier défi, bien sûr, c'est la continuité de l'accès à l'éducation. Et cela pour tous les niveaux de l'éducation, c'est-à-dire le primaire, le secondaire, le supérieur. Et la seule solution pour permettre cet accès, c'est la mise en place de programmes d'éducation à distance. Alors, cette éducation à distance, elle peut prendre plusieurs formes. Il y a le numérique en ligne, ou alors le numérique sans connexion Internet avec des logiciels qui sont intégrés aux ordinateurs et aux tablettes. Et puis, il y a les programmes audiovisuels, essentiellement télévisuels. Alors, tout d'abord, le numérique. C'est en fait l'absence d'équipement en ordinateur, tablette ou smartphone chez les élèves et les étudiants, ainsi que l'accès à Internet au niveau individuel ou au niveau familial, qui complique la donne par rapport à l'accès. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 50% de ces jeunes élèves ou étudiants qui n'ont pas d'ordinateur et à peu près la même chose, un petit peu moins, 47%, qui n'ont pas Internet. Bon, il y a des régions dans le monde comme l'Afrique subsaharienne où c'est 80% où il n'y a pas d'accès. La Tunisie, c'est différent parce qu'elle a opté déjà il y a 20 ans pour la voie du numérique et donc elle bénéficie de cette orientation et d'une relative bonne couverture Internet. Il n'en reste pas moins que la fracture numérique existe en Tunisie et qu'il y a une inégalité d'accès au numérique, notamment entre les niveaux d'enseignement. Alors, les étudiants dans le supérieur sont, comme on peut l'imaginer, mieux équipés et mieux connectés. Ils sont plus autonomes, mieux préparés à utiliser les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et aussi à visionner des cours en ligne.
Alors aujourd'hui en Tunisie, l'accès à l'enseignement supérieur et dans l'ensemble est dans l'ensemble, on peut dire, parce que pratiquement à 100%, assuré par une plateforme qui a été créée avec l'Université virtuelle de Tunis, l'UVT, et qui a travaillé avec tous les rectorats pour une formation des professeurs, pour qu'ils puissent mettre leurs cours en ligne, parce que tous les professeurs n'étaient pas forcément formés à mettre leurs cours en ligne, et aussi pour l'accès à tous les étudiants à Internet, ce qui n'était pas gagné, avec l'aide d'Orange Tunisie, qui a permis une connexion gratuite pendant cette période de crise pour tous les étudiants, c'est-à-dire à peu près 240 000 étudiants. Alors, cependant, le secteur privé mis à part, le système éducatif n'a pas fait le choix de ce qu'on appelle l'e-learning pour le niveau primaire ou pour le niveau secondaire non plus, compte tenu de la fracture numérique qui touche davantage ce secteur primaire et secondaire. Et compte tenu des considérations éthiques qui sont liées au droit et à l'égalité à l'éducation, c'était l'UGTT, donc le syndicat, donc, qui a certainement poussé dans ce sens, en ligne d'ailleurs, il faut le dire, avec les principes qui sont énoncés par les syndicats internationaux d'enseignants, ce qu'on appelle l'international de l'éducation, qui est basé à Bruxelles et qui regroupe l'ensemble des syndicats et qui a fait exactement les mêmes recommandations pour qu'il y ait une égalité et qu'on n'amplifie pas les inégalités par de grandes différences au niveau de l'accès. Donc, d'autres pays, un certain nombre de pays, de façon générale dans le monde, ont fait le choix de la télévision, qui était traditionnellement, avant le numérique, l'enseignement à distance privilégié, notamment pour le primaire et parfois aussi une approche mixte, TV et enseignement en ligne. Alors, en Tunisie, il y a eu une chaîne de télévision, Al-Wataniya éducative, qui a été créée spécialement pour le primaire et le secondaire, mais seulement pour 3 classes. C'est les classes de transition, c'est-à-dire les fins de cycle, qui comportent un examen final, c'est-à-dire pour faire en sorte que ces élèves puissent passer l'examen de fin d'année. Mais les autres n'ont pas accès à cet enseignement télé. Donc, on peut comprendre le choix de la télévision, mais on peut difficilement comprendre quand même qu'on laisse de côté des étudiants qui souhaitent quand même, des élèves qui souhaitent avoir accès à l'éducation, et aussi pour le numérique, ceux qui peuvent se connecter et qui peuvent aussi bénéficier d'un enseignement. Donc, en plus du défi de l'accès, il y a le défi de la qualité des programmes d'enseignement à distance. Par exemple, si on prend le cas du primaire et du secondaire, bon, c'est la télé, et la télévision n'offre pas l'interactivité des programmes en ligne qui, eux, permettent de poser des questions à l'enseignant, des questions sous forme de questions-réponses par mail. Il n'y a pas cette interactivité que permettent aussi les tablettes ou les ordinateurs qui sont équipés de logiciels où on peut s'entraîner, voir si on a bien compris, recommencer, revenir sur un contenu. La télévision ne le permet pas. Bon. Alors, que se passe-t-il? Qu'en est-il de la qualité aussi du suivi des programmes? Par exemple, les jeunes qui sont un peu livrés à eux-mêmes, bon, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont suivis par les parents, par un contexte familial favorable, et d'autres pas du tout, qui sont dans des familles nombreuses où il y a une seule pièce ou deux, où il y a peut-être la télé, mais il y a beaucoup de monde et donc l'encadrement n'est pas là, alors que cet encadrement il joue un rôle très important. Il faut des conditions quand même d'apprentissage favorables, même quand c'est un enseignement à distance. Alors se pose aussi, quand on aborde la question de la qualité, la question des contenus. Qu'est-ce qu'on enseigne? Bon, alors on sait que pour le supérieur, ce sont les profs qui mettent leurs cours, qu'on continue le programme. La télé, probablement, ça doit être la même chose, ça doit être les programmes, mais on ne sait pas si, par exemple, donc on n'a pas encore le recul maintenant, puisque c'est en train de se faire, tout ça pour analyser les contenus, mais est-ce que dans les contenus, on a intégré la question de la prévention
des gestes, par exemple, barrières à avoir. Et en fait, c'est quand même une question qui reste importante parce que on ne sait pas, je ne sais pas pour l'instant si elle est intégrée ou pas, alors que c'est l'opportunité de le faire. Alors, je voudrais juste dire un mot sur le technique et le professionnel, parce que ça aussi, c'est une filière, hein, c'est un sous-système. Ce n'est pas un niveau d'éducation, mais c'est un sous-système. C'est des filières qui ne sont pas suffisamment valorisées dans un certain nombre de pays, notamment les pays en voie de développement, comme en Tunisie, ce n'est pas très valorisé, et qui souffrent aussi du peu d'accès à l'enseignement à distance, qui est rendu justement assez difficile d'ailleurs, avec tous les aspects manipulation, travaux pratiques, qui est inhérente à ce type d'enseignement. Donc, finalement, cette crise sanitaire est un révélateur des inégalités socio-économiques et aussi des inégalités régionales. Donc, il y a d'un côté la fracture numérique, les inégalités socio-économiques, on l'a vu, pas les mêmes conditions pour tous les enfants, pour l'encadrement, et puis des inégalités par région qui finalement, cette crise les amplifie, les exacerbe. C'est-à-dire qu'en temps normal, elles existent, mais là, elles deviennent encore plus importantes face à la situation. Et d'ailleurs, ces inégalités, elles n'épargnent pas complètement l'enseignement supérieur, même si des actions ont été prises, comme je l'ai dit, puisque certains étudiants ou même certains enseignants n'ont pas d'ordinateur. Ça reste marginal, mais il y en a qui n'ont pas ou qui n'ont pas d'espace suffisant dans le domicile familial pour étudier. En plus, il y a les étudiants étrangers africains, par exemple, qui sont à Tunis et ou les étudiants tunisiens qui sont à l'étranger, en Europe, par exemple, et qui, pour étudier, pour payer leurs études, doivent travailler, donc elles ne peuvent plus travailler. Donc se pose pour eux aussi la question à l'accès au niveau primaire, c'est-à-dire déjà comment payer leur loyer, comment pouvoir continuer dans des conditions dignes à accéder à l'enseignement. Alors, dans certains pays, il y a aussi une inégalité de genre, c'est-à-dire que on sait que la crise va impacter certainement l'égalité filles-garçons hein, au niveau notamment primaire, mais aussi au niveau secondaire. Et on anticipe déjà qu'il y aura des abandons importants. Ce ne sera pas le cas, je ne suis très confiante par rapport à la Tunisie, puisqu'il y a vraiment une véritable égalité, et même légèrement plus de filles scolarisées dans le secondaire. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y aura pas d'inégalité, alors que c'est quelque chose qui affecte globalement quand même le système éducatif. Alors, un autre défi, c'est celui de la capacité du système, la capacité de réaction et d'adaptation à la crise. Alors, c'est en fait cette capacité, c'est en fait c'est un défi, c'est-à-dire comment on réagit, qui renvoie au concept de résilience institutionnelle, qui est défini comme la capacité des systèmes à faire face à des chocs et des crises et à les surmonter assez rapidement. En fait, ce concept, il est parti de la théorie de la résilience hein, au niveau individuel, la résilience de la personne. Ça, c'était dans la sphère de la psychologie. C'est Boris Cyrulnik qui a beaucoup travaillé sur ce concept. Pour donc partie de ce concept au niveau individuel, ça a été développé au niveau institutionnel dans les années 90 dans la sphère de l'économie du développement. Donc, on a parlé de la capacité des institutions, quelles qu'elles soient, à résister au choc et à surmonter et à s'adapter. Et cette résistance institutionnelle, elle est rendue possible notamment par des capacités. Hein. C'est un peu l'approche aussi de Amartya Sen, l'économiste, la capability approach, l'approche par les capacités. Donc la capacité déjà à mobiliser des ressources, des soutiens, pas nécessairement financiers, à travailler avec des associations, à travailler avec des entreprises, à utiliser les réseaux existants, à utiliser peut-être les meilleures pratiques au niveau mondial dans les pays développés, mais aussi dans certains pays en voie de développement où il y a des pratiques très intéressantes dont on pourrait s'inspirer. L'UNESCO, par exemple, a mis en place une coalition mondiale pour l'éducation
en période de Covid-19, avec des grandes entreprises, hein, qui sont des entreprises du GAFA, par exemple, et plus Microsoft. C'est une coalition qui regroupe aussi la francophonie, hein, l'OIF. Et donc, il y a tout un travail qui est fait pour inclure des pays. Et notre ambassadeur Razir Rairi sur place travaille donc d'arrache-pied pour que la Tunisie puisse profiter, bénéficier de cette coalition, mais aussi peut-être aussi partager ses bonnes pratiques. En fait, face à des situations inédites, cette résilience, elle peut se faire, mais il est difficile vraiment de réagir de façon rapide et appropriée parce que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas connu et la capacité de réaction dépend un petit peu des institutions. Alors, ça peut être au niveau central comme au niveau des écoles. Et c'est vrai que la capacité de réaction entre les établissements publics et privés ne sont pas les mêmes pour différentes raisons. Notamment par rapport à l'autonomie, il n'y a pas les barrages administratifs, etc. En tout cas, ils sont beaucoup moins importants. Alors, est-ce qu'on peut dire que le secteur éducatif tunisien a été réactif? Alors, pour l'enseignement supérieur, oui. Il y a eu de la résilience, de la réactivité, non seulement du secteur privé, très rapidement, mais aussi du secteur public, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a eu cette mobilisation de ressources auprès de Orange, il y a eu l'action conjointe avec l'université virtuelle. En plus, ça a été fait dans les temps, parce que dans la notion de résilience, il y a le temps. Donc, ça a été fait dans les temps, puisque le confinement a commencé le 20 mars et que cette plateforme a été mise le 23 mars, donc pratiquement, enfin 3 jours après. Donc, en revanche, pour le primaire et le secondaire, les réponses, elles ont été quand même moins opérantes, moins efficaces et moins rapides. Alors certainement il y a eu des hésitations par rapport à l'égalité de tous les enfants à l'accès, et ce qui fait que finalement le programme, c'est la télé qui a été choisie, et le lancement du programme, il n'est intervenu qu'il y a 2 jours de la chaîne Ouattania éducative, le 15 avril. Donc ça fait, si le confinement a commencé le 20 mars, ça fait quand même 25 jours, ce qui est assez long, hein. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de réactivité par rapport aux besoins. Et pour tous les autres niveaux du primaire et du secondaire qui sont donc les autres classes qui sont privées d'éducation, parce ce ne sont pas des classes de transition vers un autre niveau, donc du primaire ou du secondaire en tout cas. Et on aurait pu imaginer quand même un bonus avec une petite formation, une évaluation, une chaîne télé ou une autre chaîne télé qui leur aurait été liée, ou d'autres horaires, pour au moins les encourager à être évalués d'une manière ou d'une autre, soit en juin, soit à la rentrée, et pour sans doute éviter des redoublements. Et il faut penser aussi à tous ceux qui n'ont pas accès à la télévision, notamment dans les zones rurales. On aurait pu penser à la radio, parce que la radio, elle est accessible à tout le monde, et que même ceux qui n'ont pas de radio, on peut éventuellement donner des transistors aux enfants, à chaque enfant, pour qu'ils puissent suivre les cours. Donc, on sait que ceux qui n'ont pas de télévision n'ont absolument pas la possibilité de suivre les cours, en plus des classes qui sont laissées de côté. Donc là, primaire, secondaire, la crise n'a pas été gérée comme peut-être il aurait fallu comparé au supérieur. Enfin, il y a aussi le défi, enfin je l'ai un petit peu mentionné, mais qui est important, de ce qu'on appelle l'incertitude. Voilà, ça c'est un défi important parce que la capacité de réaction, elle est rendue beaucoup plus difficile dans un climat d'incertitude. L'incertitude au sens de l'incertitude scientifique véritable, hein, c'est-à-dire celle que Keynes, hein, le grand économiste Keynes, avait souligné déjà il y a un siècle, en 1921. Il avait souligné le caractère intrinsèque et la difficulté de gestion que cette incertitude entraîne. Et là, effectivement, le nouveau virus, qu'on ne connaît pas, on le voit hein, régulièrement, qu'en fait, on ne connaît pas, on ne sait pas. La situation épidémiologique, elle est difficile à prévoir. Et de même, il en va de même pour le confinement. Donc, avoir des programmes scolaires quand on ne sait même pas quand est-ce que le déconfinement aura lieu, c'est un petit peu difficile, un peu problématique. Donc, on ne peut que tâtonner pour les mesures à prendre, pour les décisions à prendre.
Et ça, c'est effectivement, ça rend les choses plus difficiles. Une fois donc les défis exposés, je viens de le faire, on peut se poser la question des enjeux. Quels sont les enjeux pour le secteur de l'éducation d'une continuité de l'enseignement en période de confinement? Pourquoi est-ce que c'est un enjeu en réalité? Voilà. D'abord parce que sur le plan de l'éducation, s'il y a des enfants qui n'ont pas le niveau requis, que certaines notions ne sont pas assimilées, qui sont fondamentales dans les matières principales, par exemple, pour passer à un niveau plus complexe, eh bien c'est toute la qualité de l'éducation qui sera dispensée l'année suivante qui est en jeu. Donc là, vraiment, il y a un souci important au niveau qualitatif et qui va avoir un effet cumulatif d'une année sur l'autre. Donc, il y a le redoublement qui est une option, mais qui n'est pas du tout une option encouragée par les organisations internationales, parce que d'abord, elle n'a pas forcément fait ses preuves, et aussi parce que c'est très coûteux. D'abord coûteux pour l'État lui-même. Il ne faut pas oublier qu'un élève du secondaire, du deuxième cycle du secondaire, c'est plusieurs milliers de dinars. Parce qu'il y a plusieurs matières, parce qu'il y a du matériel, parce que les enseignants coûtent plus cher, donc c'est très cher par élève. Et on sait qu'on va se retrouver dans une situation où le budget de l'État sera ce qu'il sera, compte tenu de la crise, alors que l'éducation, c'est quand même le premier poste de dépense. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Le redoublement, est-ce que c'est une option? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Donc, et c'est aussi coûteux pour les familles. Chaque famille sait que elle va retarder d'un an tous les frais qu'elle va donner, qu'elle va mettre pour l'éducation de son enfant, la rentrée scolaire, tout au long de l'école, etc., tout au long de la scolarité. Donc, on peut se dire que dans cette situation, une crise comme celle-là, une grande crise, peut aussi provoquer des opportunités. Alors, d'ailleurs, vous le savez sans doute peut-être, mais en Chine, le mot crise, il est décrit par deux idéogrammes qui signifient à la fois danger et opportunité. Pour dire que dans une période incertaine, une période de mauvaises nouvelles ou de situations difficiles, ces périodes-là sont autant d'opportunités de reconsidérer l'avenir autrement. Par exemple, c'est une façon de se dire, comment est-ce qu'on peut, grâce à cette expérience, avoir une meilleure préparation à d'autres crises, des catastrophes naturelles, par exemple, des catastrophes écologiques, des guerres, on ne sait pas. Donc, ou simplement à une deuxième vague d'épidémie et donc une nouvelle réaction. Donc, on accroît donc d'une certaine manière sa capacité à utiliser des outils, les outils pour l'enseignement à distance qui ont été mis en place, les programmes qui ont été fabriqués, qui ont été élaborés. Par exemple, pour des remises à niveau. On l'a évoqué tout à l'heure, si le redoublement, il ne faut pas le faire en masse parce qu'il y a un coût, il n'y a pas de preuve que ça marche réellement, il y a tout ça. Et donc, si ce n'est pas cette option, il faut nécessairement, pour éviter une baisse de la qualité de l'éducation, il faut une remise à niveau. Une remise à niveau qui se ferait en même temps, mais grâce peut-être à ces outils. Donc, il faut créer aussi, il faut accroître et créer une réelle capacité d'anticiper qui, pour l'instant n'est pas là et on le comprend, mais créer davantage de ponts aussi avec la société civile, avec les entreprises, les startups, pour bâtir des solidarités, pour faire en sorte que ce qu'on ne faisait pas avant, on le fait. Et en fait, sous contrainte, effectivement, on est souvent obligé d'innover et de penser out of the box, comme on dit. Donc, d'actionner des leviers qui jusque-là ne fonctionnaient pas. Les formalités administratives, par exemple, qui sont très lourdes, on le sait tous, qui empêchent les choses de se faire en temps normal, et en période de crise, tout le monde recherche des solutions qu'on ne voulait pas voir dans le passé ou qu'on excluait. Et là, donc, on arrive à dépasser. On innove, comme certains étudiants ne possèdent pas d'ordinateur, par exemple, ou de tablette. Il y a eu des initiatives qui se sont mises en place en Tunisie
pour leur fournir pour avoir une collecte auprès des entreprises, pour prendre des ordinateurs et des tablettes, les remettre, les réparer, parce que parfois ils sont un petit peu obsolètes, les réparer, et ensuite les donner à des gens qui en ont besoin. Donc, c'était une start-up qui a eu cette initiative et qui a créé une plateforme qui s'appelle ShareIt. Donc voilà des idées innovantes. Dans le monde, il y en a partout. Dans beaucoup de pays en voie de développement, par exemple, il y a des startups qui ont développé de nouvelles solutions numériques pour permettre aux élèves et aux étudiants de continuer à apprendre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Donc c'est une période, ce sont des opportunités qui s'ouvrent pour l'innovation. Voilà, donc on peut espérer que cette expérience et que cet effort de résilience face à cette immense crise sanitaire qu'est l'épidémie du Covid-19 va aider les systèmes éducatifs à devenir plus aptes à répondre à des défis qui seront à la fois externes et internes au système. Enfin, pour conclure, je voudrais citer Ibn Khaldoun, qui dans Peuple et Nations du monde, en son tome 1, disait « C'est l'inattention au changement qui affecte les conditions des nations et des générations en rapport avec le changement des époques et l'écoulement des jours. » Merci beaucoup. Merci de votre attention.